avant d'installer cette soutenance, je me permets de vous présenter les membres du jury qui sont autour de moi. À ma gauche, le professeur Diouf, qui est donc chef du service d'hématologie de la faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop, qui nous accueille et on les remercie très chaleureusement. À ma droite, donc, nous avons Séverine Collinet, professeur des universités à l'université Cergy-Pontoise, professeur d'université en sciences de l'éducation. Madame Delmy, pédiatre, médecin, chef de service, professeur d'université. Merci également de votre présence. Monsieur Salle, professeur des universités, ici présent à notre droite. Bien entendu, monsieur Eric Dugas, je vous préciserai leur fonction, directeur de la thèse et professeur d'université à l'université de Bordeaux. Et puis à distance, nous avons Anna Billeri de l'université de Bologne. Et puis Madame Babillon, mon fils, professeur d'université en sciences de l'éducation et directrice du laboratoire Bonheur à Cergy-Pontoise également. Donc, quelques mots d'introduction et vous expliquer comment se déroule cette thèse. Donc, cette thèse que Mme So nous a soumise s'appelle Scolarisation, inclusivité et qualité de vie des enfants atteints d'une maladie chronique invalidante au Sénégal, le cas de la drépanocytose, pardon pour l'accrochage. Donc, d'abord, merci beaucoup de nous avoir réunis, parce que grâce à votre travail, nous sommes tous ici présents. Et je voudrais dire pourquoi nous sommes ici, puisque c'est une thèse qui a été déposée à l'Université de Bordeaux, et pour autant nous sommes à Dakar, avec grand bonheur. C'est la volonté conjointe, bien entendu, de Mme So et de deux directeurs de thèse qui ont souhaité que nous soyons ici présents pour deux raisons au moins. Et je voudrais déjà, de ce point de vue, appuyer et remercier M. Eric Dugas pour son université et directeur de la thèse, parce que sans lui, sans doute, rien n'aurait été possible. Pourquoi cette thèse a lieu ici? Premièrement, et d'abord et avant tout, par le sujet que vous avez traité, sujet ô combien important pour les populations qui subissent cette maladie au quotidien. Plus personnel, il ne fait aucun doute ici au niveau du jury et dans la salle qu'au-delà de votre travail, que nous sommes là pour évaluer aujourd'hui, eh bien, nous venons saluer aussi l'engagement, le militantisme, la force de caractère, l'engagement qui est le vôtre depuis des années. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous sommes ici pour vous. Et sans présumer du travail que je vais vous présenter, nous sommes, je pense, très impressionnés par votre engagement et votre travail au quotidien. Donc bravo pour cela, quoi qu'il arrive. Et vous avez, quoi qu'il arrive, tout notre respect pour votre engagement et votre travail au quotidien auprès des enfants et de leur famille. Donc bravo pour ça. Donc la soutenance se déroule ainsi. On va vous donner la parole dans quelques instants. Vous allez avoir 30 minutes pour exposer votre travail. Je proposerai aux membres du jury de venir au premier rang pour pouvoir voir votre présentation. Puis ensuite, chaque membre du jury va vous faire les commentaires qui sont les leurs, vous poser les questions qu'ils souhaiteraient vous poser, jusqu'à ce que nous ayons fini de vous soumettre à la question. Et ensuite, eh bien, nous aurons quelques instants pour délibérer et clore cette manifestation de la meilleure des façons, je l'espère. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être aller nous installer. Mesdames et messieurs, et je sais que beaucoup d'entre vous sont de la famille ou des amis, eh bien, j'espère que vous allez tous passer un moment particulièrement important. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui, qui témoigne de l'intérêt porté à ce travail de recherche. Merci également aux deux rapporteurs pour leur pré-rapport constructif. Je vais vous présenter les principales réflexions issues de ma thèse intitulée Scolarisation, inclusivité et qualité de vie des élèves atteints d'une maladie chronique invalidante au Sénégal, le cas de la drépanocytose. Cette présentation s'articulera autour de 6 points. Tout d'abord, je vais présenter le contexte et les objectifs de la thèse. Ensuite, le cadre théorique, puis la problématique et les hypothèses.
J'exposerai ensuite le cadre empirique en présentant la méthodologie et les résultats de l'étude et en les discutant. Pour finir, je donnerai les recommandations générales qui découlent de l'étude, ainsi que ses intérêts, limites et perspectives. Tout d'abord, je vais présenter le contexte ainsi que les objectifs de notre étude. La drépanocytose est une maladie chronique invalidante où 66% des cas vivent en Afrique subsaharienne, avec une prévalence au Sénégal de 10%. Elle affecte principalement les populations africaines, afro-américaines et afro-caribéennes. Ce cas, le contexte provient d'un cas qui m'a beaucoup marqué. C'est le cas d'un cousin qui s'appelle Adama. Et il a subi le décrochage scolaire dès la classe de CM2 parce que ses parents ont été pessimistes quant à sa réussite scolaire. Alors que cependant, des drépanocytaires ont brillamment réussi et sont devenus des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. Il y a donc ce que Bernard Lahire qualifie de réussite paradoxale. Ensuite, pour mon expérience personnelle, je suis une militante, défenseur des droits humains, mère de famille, éducatrice et fondatrice de 2 écoles inclusives. J'ai constaté un manque notoire d'inclusivité dans nos structures. Il y a aussi ce problème donc, malgré la Constitution du Sénégal qui est largement inclusive, et aussi la loi d'orientation sociale, l'ODD 4, le problème d'inclusivité est toujours présent dans nos structures, dans nos écoles. Il y a les déficits financiers avec les soins très coûteux pour les drépanocytaires et une faible couverture médicale. Ça, c'est pour tout le monde, pas seulement pour les drépanocytaires. Très souvent, les malades ont recours à la médecine traditionnelle. Le taux de vulnérabilité des ménages est de 54% et la pauvreté 37,8% selon la Banque mondiale. Nous vivons donc dans un contexte socio-économique où la prise en charge des malades pose problème, avec aussi le manque de spécialistes. Nous avons en hématologie, la formation reste insuffisante pour le personnel médical. Si bien que j'ai comme objectif général d'étudier le suivi des élèves atteints de maladies chroniques invalidantes au Sénégal pour proposer des recommandations améliorant leur scolarisation et aussi leur qualité de vie. Et comme objectif spécifique, identifier les dispositifs d'inclusion, examiner le suivi social et scolaire des drépanocytaires, analyser les progrès et obstacles dans leur prise en charge et aussi proposer des pistes d'amélioration. Tout d'abord, je vais explorer le cadre théorique qui a structuré ma réflexion. Ce cadre d'analyse, ce cadre théorique est fondé sur un cadre d'analyse sur 3 cadres. D'abord, nous avons avec Goffman, par exemple, l'interactionnisme, où il y a comment les interactions quotidiennes influencent les comportements des individus. Ensuite, le modèle écologique de Bronfenbrenner, où il y a l'influence de plusieurs systèmes, différents systèmes environnementaux sur le développement humain, que ce soit au niveau du microsystème, avec l'élève, l'enfant, les mésosystèmes, exosystèmes, macrosystèmes jusqu'au chronosystème. Et enfin, l'intersectionnalité avec Crenshaw, qui montre l'entrelacement de divers systèmes d'oppression affectant un individu. Un drépanocytaire qui est pauvre, qui a perdu ses parents, orphelins, etc., qui a donc plusieurs l'intersectionnalité. C'est donc l'intersectionnalité. Voilà donc de nombreuses études ont étudié ces thématiques. Bourdieu analyse les inégalités sociales et leur impact sur l'éducation. Galacteros
Diagne et Diouf se penchent sur les enjeux liés à la drépanocytose, tandis que Dugard, Ebersol, Thomasé, etc. et d'autres abordent des questions d'inclusion, de handicap, de stigmate et d'inclusivité. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que la drépanocytose. C'est une maladie génétique des globules rouges liés à une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S, qui est en forme de faucille et qui provoque l'obstruction des vaisseaux sanguins. Elle se manifeste par l'anémie chronique, la sensibilité accrue aux infections et également des complications qui peuvent aller jusqu'aux accidents vaso-occlusifs et aussi même des AVC, oui. Donc la drépanocytose a donc des complications chroniques, peut créer des complications chroniques chez les enfants. Sa transmission est génétique et se fait par les deux parents. Il faut que deux parents, même s'ils sont des porteurs sains, puissent avoir le gène. Si deux porteurs sains, AS par exemple, ont une chance sur 4 de faire un enfant drépanocytaire SS. Une chance sur 4, alors que le traitement est toujours symptomatique. Et le traitement curatif existe, mais est toujours en expérimentation. Il est hors de portée de nos populations. En 2024, ce traitement coûte 250 millions de nos francs. Dans la littérature, le CHIC, avec l'enquête Drépascol et d'autres chercheurs, affirment que les drépanocytaires ont des défis cognitifs qui impactent les apprentissages et le quotient intellectuel, et seuls 40% des drépanocytaires ont les compétences scolaires de leur âge. La drépanocytose, donc, est un handicap invisible qui pose des problèmes, des défis de connaissance, comme la méconnaissance de la maladie, au niveau pas seulement des drépanocytaires, mais au niveau de la population générale, au niveau des élèves, des parents et même du corps médical, avec des problèmes d'altérité, comme l'a dit Dugard et Ferrewol. Au Sénégal, nous avons très peu de structures. Nous avons 2 structures dans tout le Sénégal. Il s'agit de l'USAD, que coordonne professeur Indouden, et aussi le CERPAT, que coordonne professeur Diouf. Pas ce professeur Diouf, mais un autre Diouf. Et les problèmes socio-économiques sont énormes, avec des soins coûteux et aussi un manque de ressources. L'école, il y a une absence de dispositifs inclusifs avec des effectifs pléthoriques, des normes d'hygiène non respectées. La stigmatisation à l'école est fréquente, c'est la méconnaissance de la maladie. Au niveau de la famille également, la littératie en santé est faible, avec un impact psychologique, comme l'a dit Gardou. Les croyances et mariages consanguins existent toujours dans nos communautés et, paradoxalement, il y a une absence de tests prénuptiaux. L'hôpital, les soins sont coûteux, comme je l'ai dit tantôt, et peu de spécialistes, et la formation reste aussi insuffisante. Après avoir exploré le cadre théorique de la drépanocytose, tournons-nous à présent vers la problématique et les hypothèses de cette thèse. Comme problématique, notre problématique, c'est comment optimiser l'inclusivité pour réduire les obstacles éducatifs et améliorer la qualité de vie des élèves atteints de drépanocytose, avec comme hypothèse les drépanocytaires ont des connaissances partielles et erronées de représentation, même erronées de leur maladie. Il y a la fatigabilité, les enseignants minorent la fatigabilité et les particularités des drépanocytaires. Les pratiques familiales sont inadaptées. La scolarisation et la qualité de vie sont insuffisamment prises en compte à l'hôpital. Pour répondre à la problématique et vérifier nos hypothèses, une démarche empirique a été mise en œuvre. Passons donc à la méthodologie adoptée et aux résultats obtenus. Voilà, tout d'abord, nous avons obtenu le feu vert, disons, les approbations éthiques
de la DPO, du délégué à la protection des données de l'Université de Bordeaux et aussi du Conseil national, Comité national d'éthique pour la recherche en santé au Sénégal, sous le protocole CEN 22-2009, 109. Nous avons donc comme méthodologie, une méthodologie mixte basée sur 2 études, une étude quantitative et aussi une étude qualitative. Pour l'étude quantitative, nous avons été pendant 4 mois chez le professeur Hindou et nous avons interrogé, notre cible, notre population, c'est les drépanocytaires, mais nous avons aussi interrogé d'autres drépanocytaires avec nos relations. Comme critère inclusion, il faut être donc, avoir plus de 10 ans, être élève et être aussi d'accord pour participer à l'étude. Avoir, comme il y a des mineurs, avoir l'avis de leurs parents qui nous ont signé même une lettre d'information. Avec un échantillon donc de communauté composé de 100 adultes dont 300 enfants et adolescents. Et l'étude qualitative, nous avons interrogé des parents, des enseignants, des médecins et autres, et n égale 100. Les principaux blocs analysés incluent les blocs cliniques, les connaissances, les familles, la scolarisation et aussi le bloc qualité de vie. Pour plusieurs variables, nous avons utilisé l'échelle de Likert afin d'évaluer différents niveaux de satisfaction ou d'accord. L'analyse qualitative, la démarche de la recherche qualitative repose sur une approche qualitative et interprétative des verbatims que nous avons recueillis en interrogeant donc les 100 personnes. Sous forme d'entretien semi-directif, ensuite nous avons fait donc une observation participante. Nous avons même animé des séances d'éducation thérapeutique à l'hôpital. Nous avons ensuite fait l'analyse avec des contenus sur NVivo Dataiku et enfin procéder aux discussions. Voilà nos résultats que nous allons présenter. Nous avons des résultats analytiques, des résultats issus de nos verbatims et aussi des modèles prédictifs, sont toujours nos résultats. Et enfin, nous avons procédé à notre propre modélisation. Voilà, cette démarche transversale nous a permis de recueillir et analyser les résultats que voici. Nous avons 240 femmes, filles, et 186 garçons, hommes. Et l'âge minimum est 10 ans, maximum 55 ans, moyenne 17, médiane 15, et le mode est 12 ans. La connaissance de la drépanocytose par les malades, 100% des drépanocytaires nous ont parlé de la douleur. Certains ont même comparé la douleur de la drépanocytose à la douleur de l'accouchement. 91% ont parlé de l'anémie, 25% de l'infection. Pour la transmission, 25% ignorent qu'elle est génétique. Certains, le tiers, nous disent même que la transmission, elle est contagieuse, c'est une maladie contagieuse. Et 50%, la moitié donc, disent que c'est par un seul parent, et ce parent, c'est la maman. 20% croient qu'ils ont eu la drépanocytose par des forces occultes. Et concernant l'état de la recherche, 84% n'ont jamais entendu parler de thérapie génique ou aussi de greffe de moelle osseuse. Le test prénuptial et le dépistage sont quasiment inexistants. Bon, concernant les difficultés, en mathématiques, il y a 52% qui ont dit qu'ils ont des difficultés, alors que les performances du Sénégal sont élevées. Le Sénégal est deuxième après le Gabon sur 14 pays avec l'enquête PASEC. Pour la lecture, 25% ont affiché des difficultés. Seuls 21% des enfants participent aux activités parascolaires. Les absences sont fréquentes. 72% des enfants s'absentent régulièrement. Et nous avons constaté une association significative entre le métier du père et aussi le parcours scolaire, entre aussi le métier de la mère et également le parcours scolaire. Une valeur de qui carré, qui est de 73,636 et la plus-value est très très faible. Pour le métier de la mère aussi, le qui carré est 67,135. Une valeur de qui 2.
élevé montre qu'une relation existe entre les deux variables. Une plus-value inférieure à 0,05 signifie que cette relation n'est pas due au hasard. Et elle est donc significative. Dans tous les cas, dans tous les graphiques, la couleur verte représente les éléments favorables à l'inclusivité, par exemple, tandis que la couleur rouge indique les éléments défavorables. Les résultats révèlent une association significative donc entre le métier des parents, comme je l'ai dit tantôt, et les métiers des parents et le parcours scolaire. Voilà donc le parcours scolaire aussi et le bien-être socio-économique. Nous avons des verbatims. Quand on lit déjà pour joindre les deux bouts, il est difficile de se concentrer sur les études. C'est Phoenix. Et si nous n'avons pas acheté de maison, c'est parce que nous dépensons tout notre argent pour soigner notre fille. Là, nous avons une association significative entre le bien-être socio-économique et aussi le parcours scolaire et l'aide pour le parcours scolaire. On va pas mal. Voilà. Pour le parcours scolaire et le bien-être mental, les 19-30 ans ont remarqué des défis émotionnels intenses. Il n'y a pas d'association significative entre le bien-être mental et le sexe. Par contre, il y a une association très significative entre le bien-être mental et le parcours scolaire. Donc, les absences dues aux absences fréquentes, les échecs, les difficultés d'apprentissage et le manque de soutien éducatif contribuent à une détérioration aussi de la santé mentale. Pendant la récréation aussi, la fatigabilité et les autres difficultés. Pendant la récréation, ma fille ne joue pas. Elle est triste et fatiguée. Ses camarades se moquent d'elle. On a vu donc un taux très élevé de la fatigabilité, aussi la nervosité, des problèmes de concentration, de mémorisation, de fatigabilité. Cette fatigabilité et cette tristesse perturbent la scolarité et le bien-être mental. Nos résultats sur ces défis cognitifs se rapprochent de ceux des auteurs qui affirment que seuls 40% des drépanocytaires ont les compétences scolaires de leur âge. Le taux de redoublement est de 42%, alors que si on le compare avec le rapport national sur la situation de l'éducation, le taux de redoublement est de 3,68%. Il n'y a pas d'association significative entre l'âge et le redoublement, le sexe, le redoublement, le bien-être financier et le redoublement. Mais par contre, il y a une association très significative entre le bien-être mental et le redoublement, entre le bien-être social et le redoublement. Le redoublement donc semble exercer une influence significative sur le bien-être mental, avec une plus-value de 0,0072, bien en dessous du seuil de 0,005. 0,05 du moins. Voilà pour l'échec des examens. Il y a souvent des enfants malades vivent avec des tuteurs, un enseignant Mati qui nous dit une enseignante. Lorsque les parents sont absents ou divorcés, ce qui complique la situation. Le décrochage scolaire et l'âge aussi, il y a une association significative, de même que pour l'échec aux examens, le décrochage scolaire et la réaction de la famille. Il est préoccupant, surtout pour les enfants de 19-30 ans, où il y a 79% de décrochage. Pour les 13-18 ans, le décrochage est de 30%. Ce qui est comparé au rapport national sur la situation de l'éducation, où le décrochage est de 10,61%. Les échecs aux examens sont 25%. Les dispositions particulières à l'école, voilà, l'aménagement des études est faible. Il n'y a presque pas de différenciation pédagogique. Si on constate le graphique, si on marque disposition 46, on se rend compte que ça correspond à la dispense de sport. Pas de différenciation. Et Mariam qui dit, après l'hospitalisation, l'école a refusé ma fille, parce qu'il y avait beaucoup d'absence. Elle réapprend à écrire de la main gauche après une intervention. Le traitement différent, les ressentis positifs des élèves, bien que semblant banal, parce qu'il y a quand même un ressenti positif où 13% estiment être mieux traités, mais quand j'ai posé la quête, les 13% qui disent être mieux traités, le maître ne m'interroge pas pour les leçons. Je suis mieux traité parce que le maître ne me frappe pas, je ne fais pas partie des groupes de balayage. Alors que tous ces aspects concrets de la vie quotidienne ne représentent pas forcément de véritables privilèges. Certains peuvent même frôler l'injustice.
82% sont traités pareil que leurs autres camarades. Par contre, pour la violence, tenez-vous bien, 69% disent qu'ils ont été violentés. Si nous le comparons avec le PNA du Maroc, 12% des écoliers ont reçu des châtiments corporels et l'UNESCO affirme que 30% reçoivent des brimades et une stigmatisation. Au niveau du ministère de l'Éducation, il y a certes des cellules alerte, veille et écoute qui n'existent que de nom. Il n'y a pas d'initiative des enseignants, ou c'est très rare, pas d'équipe multidisciplinaire. Il y a une forte association extrêmement significative entre les violences et aussi le bien-être mental, de même entre les violences et le parcours scolaire. Nos enfants sont violentés par des enseignants qui n'ont reçu aucune formation. La qualité de vie en milieu familial, il y a une forte bienveillance, hein? 53% et la surprotection. Mais la surprotection n'est pas, même si je l'ai mis en vert, ce n'est pas évident que ce soit favorable, une surprotection. Hein? Il y a l'angoisse qui est là, la honte. Il y a des parents qui disent qu'ils ont même honte que leur enfant soit malade, ils ont des co-épouses, etc. C'est nos réalités. Et une attestation significative entre les ethnies et la complication. La majorité donc rapporte les conditions socio-économiques précaires et le manque de prise en charge et les croyances aux fortes aggravent les défis. Vous avez vu des fois la communication des parents. Entendre ma maman décrire ma maladie à une parente m'a fait perdre espoir et profondément bouleversé. Bien-être social en fonction du sexe, c'est aussi une corrélation très significative. Les garçons se sentent plus mal que les filles au niveau du bien-être social. Il y a une corrélation significative aussi par rapport aux complications. Le bien-être social en fonction des tranches d'âge, la tranche d'âge de 10 à 12 ans, on a signalé, on l'a vu, sont très, ça les affecte beaucoup. Il est aussi influencé par les ressources. La qualité de vie à l'hôpital, bon, là, il y a plusieurs personnes qui affichent un taux assez élevé et important concernant la qualité de vie à l'hôpital, elle est bien accueillie. Par contre, certains disent qu'il y a le mauvais accueil, la douleur mal gérée, et des fois même des agressions verbales, etc. On a constaté un manque de continuité aussi des apprentissages à l'hôpital, avec des ruptures fréquentes de médicaments, de réactifs de sang, et une invasion de cafards, de mouches, de moustiques. Les centres spécialisés sont très éloignés. J'ai reçu des malades qui ont fait 500 km pour venir à l'USAT. Voilà des témoignages. Pour les verbatims, nous avons ressorti 15 thèmes. Parmi ces thèmes, il y a les hospitalisations, les pressions financières, la communication, les soins, l'espérance de vie des drépanocytaires, avec des cas tragiques, avec de multiples drépanocytaires, des orphelins, des abandons de conjoints. Voilà quelques expressions. Pourquoi dois-je souffrir souvent? D'autres qui écrivent, qui s'expriment à travers l'écriture. D'autres, bon, heureusement qu'on a quelques drépanocytaires qui ont une attitude positive. J'aime le sport, je suis SS et chef de classe, je suis la meilleure élève de ma classe. Donc, nous avons aussi continué pour faire une modélisation prédictive. Notre modélisation prédictive, nous avons pris quelques variables. Nous a montré que le redoublement est surtout influencé par le métier de la mère, tandis que le décrochage scolaire est plus influencé par le métier du père. Le bien-être mental par le bien-être physique, la tristesse par le métier du père. Avec une précision moyenne du modèle de 86,4%. Conclusion, il est bien possible de prédire de façon relativement déterministe à partir de variables clés la scolarisation et la qualité de vie. Nous avons fait donc notre modélisation, comment les élèves drépanocytaires interagissent avec différents niveaux, la famille, les pères, l'école, l'hôpital, l'environnement. Nous avons là modélisé l'élève drépanocytaire aussi dans la complexité des défis qui est au cœur donc du système. Et notre analyse comparative nous montre une interconnexion entre l'école, la famille et l'hôpital. Nous disons que nos hypothèses sont validées. Comme recommandation générale alors, si nos hypothèses sont validées, nous avons une alliance école, famille, hôpital pour un accompagnement cohérent et inclusif. Et vous verrez partout l'inclusivité, l'inclusivité, l'inclusivité. Ce que le professeur Éric Dugas qualifie donc
que chacun s'intègre selon ses besoins et inclus selon ses... Que chacun s'intègre et inclus selon ses besoins, selon ses moyens. Que chacun s'intègre selon ses moyens et inclus selon ses besoins. L'inclusivité doit être au cœur de l'école, de la famille et de l'hôpital. Voilà au niveau aussi des autres drépanocytaires pour le suivi du traitement. Je peux tout résumer par l'éducation thérapeutique. Il y aura l'hydratation, l'alimentation équilibrée, l'activité physique adaptée, des réseaux de soutien et une approche holistique pour les associations, les chefs religieux, les artistes, tradithérapeutes. Le macrosystème, renforcer la volonté politique, si les politiciens le veulent. Les drépanocytaires auront une prise en charge gratuite avec des cartes d'égalité de chance, des cartes d'urgence, appliquer la loi d'orientation sociale, encourager le don de sang, réglementer la pollution, dépistage généralisé dès la naissance. Nous allons terminer donc par une réflexion sur les intérêts et les limites de cette recherche, ainsi que sur les perspectives qu'elle ouvre pour de futurs travaux. Notre recherche est originale, nous le pensons bien, avec une approche intégrative et c'est une recherche appliquée qui aboutit à des recommandations. Par contre, nous avons eu comme limite des barrières linguistiques, des limitations logicielles, recherche qualitative, un culturalisme positif. Les intérêts de notre thèse sont comprendre les défis éducatifs donc et comme perspective créer un dispositif intégré autour de la prise en charge de la drépanocytose, discuter des résultats à la lumière d'autres contextes, identifier des politiques éducatives et de santé pour le bien-être des enfants malades